famille de Saint-Julien avait du houblon. La zone où on est installé avec la brasserie, c'était que des champs de houblon, là où il y a le carrefour. Voilà. Ici, il y avait du houblon. Enfin, voilà, il y avait du houblon partout dans Saint-Julien. Donc depuis les années 40. Ensuite, années 70, notre grand-père a repris l'exploitation. Jusque dans les années 90, en 91 précisément, où du coup tout s'arrête à Saint-Julien. Donc en fait tout le houblon était produit sur Saint-Julien, sur la Côte d'Or, repartait sur l'Alsace et l'Allemagne. Et dans les années 90... Pourquoi Saint-Julien? Une explication? Bon. Oui, il y a une explication. Si, en fait, au moment où les Alsaciens doivent choisir entre être allemands ou français, il y a une grande partie des Alsaciens qui descendent en fait sur les régions aux alentours, dont la Côte d'Or en fait. Et il y a une grande communauté d'Alsaciens qui finissent vers Issorti, tous ces coins-là. Voilà. Et eux, ils avaient déjà cette culture en fait du houblon à l'époque chez eux. Et en voyant que les villages étaient quand même au bord des cours d'eau, ils se sont dit on va essayer de replanter justement ce qu'on connaissait nous à l'époque. Et en effet, en fait, ça a bien poussé parce qu'il faut que le village soit autour de l'eau pour que ça pousse. Et en fait, si vous reprenez la carte de la Côte d'Or à l'époque, tous les lieux où il y avait énormément de houblon, ça suit tous les cours d'eau de la Norge, de la Tille, etc. Vous allez descendre jusqu'à Sœur, Corberon, tous ces coins-là, et en fait ça poussait énormément dans ces coins-là. Donc en fait c'est les Alsaciens qui nous apportent ce savoir-faire du houblon. Après les Alsaciens, il y a aussi tu sais, au-dessus de Messiny, il y avait le domaine Sainte-Anne, et c'était un centre de vacances pour les salariés des mines, des potasses d'Alsace. Alors ça a changé de nom plusieurs fois, il y a des extractions de mines de sel, et ils venaient en vacances là. Il y en a certains, ça leur a donné une idée de rester. Enfin, il y a eu des mariages, effectivement, donc ça a fait une petite sensibilité, on va dire. Il y a toujours eu un lien assez important avec l'Alsace en fait. C'est aussi pour ça que du coup après ça partait en coopérative en Alsace. Ils sont servis de la Côte d'Or pour augmenter en fait leur volume après de production. Et puis dans les années 90, au final ils referment en fait les vannes car le marché se tend un peu, ils ouvrent le marché, les grosses brasseries ouvrent le marché sur l'est de l'Europe. Et du coup les Alsaciens ont un peu plus de mal à vendre leur houblon, donc ils coupent en fait les vannes extérieures pour pas eux arrêter leur production. Et donc du coup c'est comme ça que ça s'arrête en Côte d'Or et que tout le monde arrache. On paye les agriculteurs pour arracher les pieds. Et notre grand-père du coup arrache le dernier pied en 92. Ensuite, on va rester. nous aussi. Et du coup 92, donc jusqu'à 2007, où mon père du coup fait la rencontre de Virgile Berthiaud, le brasseur de la brasserie Trois Fontaines, anciennement à Fenay et puis maintenant à Bretonnière. Non, plus que ça même. Ouais. Où au cours d'une soirée un peu arrosée, Virgile du coup le brasseur dit à mon père qu'il n'arrive pas à trouver de houblon local. Et mon père, à ce moment-là, se rappelle que chez mon grand-père, il restait un pied de houblon, qu'on appelle du coup la variété bourguignonne, le tardif de Bourgogne. Et du coup, décide de le replanter dans le jardin. Donc il enlève les pieds de tomates de ma mère, elle gueule, à toute tomate. Après, il enlève les pieds de haricots, voilà, jusqu'à grossir et jusqu'à replanter sur un champ. On est passé juste à côté, il est caché derrière les maisons sur la rue de Clénet. C'est un champ qui est caché aussi et on a replanté là-bas. Et du coup, depuis 2007, on a éparpillé un peu dans tout Saint-Julien. On a un champ là, un champ là-bas et un à la prairie, vers direction la forêt de Roche. Voilà. Et depuis 2 ans, Morgane a eu envie d'utiliser nos produits parce qu'en fait le houblon de Saint-Julien n'a jamais été brassé par notre famille. C'était vraiment que cultiver le houblon et le revendre. Et depuis 2 ans, Morgane a eu cette envie d'utiliser nos produits, notre savoir-faire pour en faire de la bière. Et depuis, on s'amuse bien. Donc là, on est sur une des dernières installations qu'on ait faites. Ça a déjà bien avancé, la récolte a déjà bien avancé. Un rang. Il reste un rang. Donc voilà, le houblon du coup là est perché sur 7 mètres. Pour la récolte, on va venir couper le pied à 1 mètre, ici. Et ensuite on va passer avec une remorque et le tracteur et on va tirer pour péter la corde. Donc en fait le houblon vient s'entortiller sur une corde en coco. Nous on est en bio sur notre houblon.
À l'époque, c'était de la ferraille. La ferraille après pourrissait en bord de champ, donc on a décidé de passer sur du fil de coco. Ouais, au pire des cas, c'est des. Donc on va tirer, le pied va tomber sur la remorque et ensuite on va l'emmener du coup à la trieuse automatique, à la machine à houblon qu'on ira voir juste après. Et voilà, nous du coup au début on le faisait tout à la main et puis là on est à 12 000 et quelques pieds, donc à la main c'est long, c'est très très long. Donc maintenant on est passé à la machine. Regarde, tu veux faire l'explication de la pousse du houblon Ouais. Donc le houblon, c'est une plante sauvage grimpante, donc il faut le faire grimper pour qu'on puisse en fait développer toute la partie florale. C'est-à-dire que les 3 premiers mètres, en fait, vous n'allez pas avoir énormément de fleurs. Il a vraiment besoin de hauteur pour pouvoir se développer. Sur la période, au niveau de la période de pousse, donc là, une fois qu'on aura fini la récolte, en octobre-novembre, on va laisser un peu en dormance, on va dire, les houblonnières, elles vont rester un petit peu tranquilles. On va venir un petit peu nettoyer tous les alentours, rebouter un petit peu, etc. On y plante à la période de février-mars. Et par contre, en fait, le houblon, c'est une plante pérenne, c'est-à-dire qu'on ne les replante pas tous les ans. Ah oui. Voilà. Là, c'est des pieds qui ont entre 3 et 4 ans. Donc on part du principe pour un pied de houblon, ça donne son rendement maximum à partir de 4 ans, un peu comme un pied de vigne. Et on peut y garder 30, 40, 50 ans, enfin voilà. Après, c'est un choix de variété, de savoir si on veut garder ou pas les pieds de houblon. Donc on pourrait presque des fois parler un peu de vieux houblon comme on peut parler de vieilles vignes. Il y a combien de variétés? Il y a, il me semble, plus de 300 variétés. 300 variétés au total sur le monde. Après, nous ici on en cultive 7. Ouais, on a 7. Ici? Ouais, ici. On a le Tardif de Bourgogne du coup, qui est français, on en a des Alsaciens, des Allemands, des Anglais. On a récupéré des pieds un peu partout et replanté. J'anticipe un peu, j'imagine, sur les explications que vous allez nous donner, mais la variété détermine la bière. Ouais, en fait, chaque variété de houblon a ses propres caractéristiques, que ce soit en termes de taux d'amertume, donc si ça va être très amérisant ou pas au niveau de la bière. Et puis après, chaque variété a ses arômes. Voilà, on peut avoir des variétés qui vont être plutôt fruitées, d'autres qui vont être plutôt herbacées, d'autres terreuses, etc. Donc c'est un peu sur ces arômes-là qu'on va jouer et puis qu'on va réussir à avoir des bières très très différentes en fonction de la variété qu'on Donc là, vous avez 7 variétés, 7 fruits. Ouais, c'est ça. On en a 3 qu'on commercialise dans toutes les brasseries aux alentours, etc. Et que j'utilise également. Puis après, on a des variétés, on a un petit peu moins de pieds qui sont vraiment uniquement pour nous, la brasserie, pour avoir aussi des goûts un peu différents et développer des bières très différentes. Donc voilà, donc après, à partir du mois de mars, donc la racine va commencer à repousser. On va avoir en fait des rejets qui vont commencer à sortir, etc. Après mars, donc on va commencer à mettre les fils, à tendre les fils sur les structures, parce qu'en fait les fils là on les enlève. Hein. Donc le grand câble et les poteaux ça reste toute l'année. Par contre les fils de coco on les enlève, on les rattache tous les ans. Voilà. C'est ce qui sert de tuteur. Donc voilà, après à partir d'avril. Donc là il faut tailler. Les rejets, ouais, c'est ça. On taille vers février-mars. Ça permet de ralentir un petit peu la pousse parce que souvent les premiers rejets ne sont pas forcément ceux qui vont réussir à être costauds et à aller jusqu'au bout. Donc on taille un coup, après ça remonte encore une fois et là on va faire de la sélection. À partir d'avril-mai, on fait de la sélection de rejets, donc de pieds en fait. On va en garder